Ce joyau, destiné à devenir le symbole d'une nouvelle nation, est devenu la source d'une discorde séculaire et d'un secret d'État. Avez-vous déjà entendu parler d'un trésor pris en otage, d'une parure précieuse confiée à un allié pour ne recevoir en retour que 100 ans de silence et d'intrigues politiques? Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une simple tiare. Nous parlons d'un chef-d'œuvre qui a d'abord brisé le cœur d'une reine, puis est devenu la carte de visite d'une autre, la souveraine la plus éblouissante d'Europe. Et puis, il a simplement disparu. Qu'en est-il advenu? A-t-il été vendu en secret pour financer une révolution mondiale? A-t-il été impitoyablement démantelé, ses pierres récupérées et le métal fondu dans les profondeurs du Kremlin? Ou peut-être est-il intact et toujours dissimulé quelque part au cœur du Kremlin de Moscou, comme le secret le mieux gardé de la Russie? J'ai rassemblé tous les faits, toutes les rumeurs, toutes les notes diplomatiques et tous les témoignages oculaires. Nous suivrons la trace sanglante de ce trésor, des salles de bal de Bucarest jusqu'à Moscou, embrasées par les flammes. Regardez cette vidéo jusqu'au tout dernier instant, et je vous le promets, vous découvrirez la vérité choquante sur le destin le plus tragique de l'histoire des joyaux royaux. Et la question essentielle à laquelle nous répondrons est la suivante. Cette tiare a-t-elle été détruite? Ou attend-elle encore son heure quelque part, gardant de terribles secrets de deux cours royales? Dans les annales des trésors royaux d'Europe, certaines légendes voient leur éclat non pas s'éteindre avec le temps, mais s'embraser davantage encore dans la brume des époques révolues. Parmi elles, l'une est enveloppée d'un mystère particulier, l'histoire de la tiare de perles, qui a couronné le front de deux reines roumaines. Ce n'est pas qu'une parure, c'est un fantôme figé sur de vieilles photographies décolorées, un témoin muet des ascensions et des chutes d'une dynastie dont le destin s'est révélé aussi tragique que le sien. On la voit sur les portraits, 16 perles immaculées, comme en suspension au-dessus d'une base complexe et ajourée faite de volutes diamantées. Ces lignes sont strictes et majestueuses, imprégnées d'une froide assurance aristocratique. Elle fut conçue comme un symbole de pouvoir et de continuité, une couronne pour une jeune monarchie qui cherchait sa place sur l'échiquier européen. Deux reines, si différentes de tempérament, Élisabeth la poétesse et Marie la beauté autoritaire, l'ont portée, tissant l'éclat des perles et des diamants dans la trame de leur histoire personnelle. Mais que se passe-t-il si, derrière cet éclat d'apparat et cette dignité aristocratique, se cache non pas une simple histoire de possession, mais un véritable drame de perte, d'intrigue politique et d'oubli silencieux? Et si ce trésor, ayant survécu au passage des générations sur le trône, s'était avéré impuissant face à la tempête qui a balayé tout le continent au début du XXe siècle? Sa disparition n'est pas qu'une simple perte fâcheuse, mais l'acte final de la tragédie de tout un empire. La seconde moitié du XIXe siècle. L'Europe est en ébullition. Les vieux empires se fissurent de toutes parts, et sur leurs décombres naissent de nouvelles nations, avides de conquérir leur place au soleil. Parmi elles, le jeune royaume de Roumanie, un pays qui venait d'accéder à la souveraineté et qui avait désormais désespérément besoin de symboles capables d'affermir son prestige. Sur le trône roumain, en 1866, fut appelé le prince allemand Charles de la dynastie de Hohenzollern-Sigmaringen, qui devint le roi Carol Ier. Dans cette atmosphère politique où l'éclat des joyaux était indissociable de celui du pouvoir, la création d'un trésor propre n'était pas un caprice, mais une nécessité d'État. Pour affermir la dynastie, le jeune monarque avait besoin d'une épouse. Le choix se porta sur la princesse allemande Élisabeth de Wied, une jeune femme raffinée, cultivée et dotée d'une âme poétique. Leur mariage, conclu en 1869, fut avant tout une union politique, destinée à légitimer la nouvelle famille régnante aux yeux des monarchies européennes.
Lorsque la toute nouvelle reine Élisabeth dut poser le pied pour la première fois sur le sol roumain, l'aristocratie du pays comprit. Ce moment exigeait un geste particulier. Il fallait un don qui serait à la fois un signe de respect, un serment de fidélité et un symbole tangible de son nouveau statut. La commande de cette parure d'une portée historique fut confiée à un joaillier dont le nom, peut-être, ne résonnait pas avec le même éclat que ceux de Cartier ou Fabergé, mais qui, dans les cercles restreints de la noblesse européenne, était synonyme de goût impeccable et de maîtrise virtuose. Oscar Mazin était un maître des compositions complexes et architecturales. Son style se distinguait par une légèreté exquise et une attention méticuleuse aux détails. Il avait déjà créé des chefs-d'œuvre pour d'autres cours royales et la noblesse roumaine savait. C'était lui et personne d'autre qui pourrait concrétiser leurs dessins dans le métal et la pierre. L'idée était simple et géniale. Ce ne devait pas être une simple pièce coûteuse. La tiare était conçue comme une couronne de reconnaissance. Un groupe des aristocrates roumaines les plus influentes commanda à Mazin un diadème qui devait être remis à Élisabeth le jour de son arrivée à Bucarest. Ainsi, dès sa naissance, cette parure ne fut pas un joyau personnel, mais un manifeste politique. Elle disait « Nous, la noblesse de ce pays, vous acceptons, vous êtes notre reine ». Les exigences en matière de design étaient à la hauteur. La tiare devait être majestueuse sans être ostentatoire, classique mais avec l'élégance moderne de l'époque. Massin devait créer non pas un simple ornement, mais une relique familiale capable de fonder le trésor d'une nouvelle dynastie. Et il releva ce défi avec brio, créant un chef-d'œuvre destiné à une existence brillante, mais, hélas, bien trop brève. Oublions un instant les portraits et les descriptions arides, et imaginons que ce chef-d'œuvre repose juste devant nous, sur un coussin de velours, baigné par la lumière. La première chose qui captive le regard, ce n'est pas l'éclat des diamants, mais 16 perles majestueuses. Elles sont montées verticalement, comme une rangée de gardes d'honneur, chacune dans son propre serti. Ce n'est pas une profusion, ni une guirlande, c'est une composition stricte, presque architecturale. Leur forme de goutte parfaite et leur couleur blanc laiteux impeccable, avec une imperceptible irisation rosée que les joailliers appellent « orient », témoignent d'une qualité suprême. Chaque perle est le fruit de nombreuses années de travail de la nature, sélectionnées avec un soin incroyable pour former un ensemble idéal. Portons maintenant notre regard plus bas, sur le socle, et c'est là que se révèle tout le génie d'Oscar Mazin. Ce n'est pas une simple base métallique parsemée de pierres, c'est une dentelle ajourée de diamants, tissée avec une telle virtuosité qu'il semble que les pierres flottent dans l'air, retenues par des fils invisibles. Massin était un maître des montures dites aériennes. Il réduisait la quantité de métal visible au minimum, permettant à la lumière de pénétrer la pierre de tous les côtés et d'y allumer un feu intérieur. Des centaines de diamants de taille ancienne, chacun taillé à la main, ne craint pas l'éclat vif et froid des pierres modernes, mais une douce et vivante scintillation, semblable au jeu de lumière dans les pampilles de cristal à la lueur des bougies. Cette tiare est un véritable prodige d'ingénierie. Malgré sa hauteur imposante et son apparente massivité, elle était conçue pour être étonnamment légère et confortable à porter. Mazin utilisa le platine, un métal qui, à cette époque, ne faisait que son entrée dans la mode joaillière pour sa robustesse et sa capacité à rester presque invisible sous les diamants. Le système complexe de volutes, d'arabesques et de motifs floraux cachés dans la toile diamantée est un hommage au style de la Belle Époque, mais exécuté avec une retenue classique. Il n'y a rien de superflu, chaque ligne, chaque courbe est soumise à la conception générale. Élever les perles au-dessus de la tête de la reine, créant un effet de nimbe, une aura de pouvoir et d'origine divine. Si nous pouvions la toucher, nous ressentirions une fragilité trompeuse et la fraîcheur du métal.
Nous entendrions un tintement mélodieux à peine perceptible si l'une des pampilles oscillait. Son poids, estimé à plusieurs centaines de grammes, équivalait non seulement à une somme d'argent, mais à toute une ère de l'art joaillier. Elle était cryptée de symboles, les perles comme signe de pureté et de haut statut, les diamants comme emblème de l'éternité et de l'indestructibilité du pouvoir. En analysant son design, on comprend que ce n'est pas un simple couvre-chef, mais une couronne en miniature. Sa structure verticale, élancée vers le haut, a été créée pour compléter parfaitement les coiffures hautes de l'époque et rendre visuellement la reine plus grande, plus majestueuse. Elle n'ornait pas, elle couronnait. Elle n'était pas un accessoire, mais une déclaration. Dans cette tiare, Mazin a atteint un équilibre incroyable. Elle est à la fois stricte et gracieuse, monumentale et légère, classique et absolument novatrice pour son temps. Ce n'était pas seulement un assemblage de pierres précieuses, mais une pensée, figée dans le métal, sur l'essence de la royauté, incarnée avec le génie d'un grand artiste. Imaginez Bucarest ce jour-là. La ville suspendue dans une attente solennelle, pavoisée de drapeaux et de guirlandes. L'air était empreint d'excitation et de curiosité. La nation s'apprêtait à accueillir sa première, sa nouvelle reine. Pour le jeune État roumain, ce n'était pas une simple visite protocolaire, mais un moment historique, un acte d'affirmation sur la scène européenne. Et au centre de ce grandiose spectacle, il y avait elle, la jeune princesse allemande, destinée à devenir le visage de la monarchie. Lorsque la reine Élisabeth, encore très jeune, descendit sur le sol roumain, tous les regards étaient rivés sur elle. Dans son allure, stricte et élégante, se lisait la retenue des cours du Nord. Elle était belle, mais dans ses yeux se mêlaient probablement l'espoir et l'inquiétude face à un destin nouveau et inconnu. C'est précisément à ce moment culminant, alors qu'elle faisait ses premiers pas en tant que reine, que le chef-d'œuvre d'Oscar Massin fit son entrée. Ce ne fut pas une remise secrète dans les appartements du palais. Ce fut un geste public, un acte de théâtre politique minutieusement mis en scène. Une délégation des aristocrates les plus influentes de Roumanie, vêtus de leurs plus belles parures, s'approcha de la reine. Dans les mains de la plus âgée d'entre elles se trouvait un précieux coffret. Sous le roulement de tambour et le souffle retenu de la foule, il fut ouvert. Et à cet instant, la tiare se révéla pour la première fois à la lumière. On raconte qu'un soupir collectif d'admiration parcourut les rangs. Les diamants scintillaient sous le soleil et les perles semblaient avoir absorbé tout l'éclat du jour. À ce moment précis, une transformation alchimique eut lieu. La parure cessa d'être un simple objet coûteux. Elle devint une couronne de reconnaissance. En acceptant ce présent, Élisabeth acceptait symboliquement la loyauté et la dévotion de la noblesse roumaine. La tiare fut l'accord final, complétant son image. Elle n'était plus seulement la princesse de Viède, la fiancée du roi. Aux yeux de son peuple, elle devint leur véritable reine couronnée, et la tiare de Massin fut sa première couronne officieuse. L'écho de cette première apparition fut immense. Pour le peuple, ce fut un spectacle éblouissant, confirmant la grandeur et la richesse de leur monarchie. Pour l'aristocratie, une démonstration de leur propre pouvoir et de leur influence. Et pour les diplomates étrangers, qui suivaient attentivement chaque pas de la nouvelle cour, c'était un signal clair. L'élite roumaine était unie dans son soutien au trône et possédait à la fois le goût et les moyens de s'affirmer. Ainsi, dès sa première apparition publique, la tiare de perles cessa d'être un bijou pour se transformer en une légende, inscrite dans l'histoire de la naissance d'une nation. Si, pour la reine Élisabeth, la tiare incarnait le devoir, majestueuse mais pesante, elle devint pour sa successeur l'incarnation même de la passion. L'ère de la poétesse sur le trône céda la place à celle de la reine star. Après le décès de Carole Thuillier et l'accession au trône de son neveu Ferdinand, la Roumanie accueillit une nouvelle souveraine, la princesse Marie d'Édimbourg.
Avec son arrivée, l'histoire de la tiare de perles s'ouvrit sur son chapitre le plus éclatant, le plus éblouissant, son véritable âge d'or. Marie était une personnalité d'une toute autre trempe. Petite fille de 2 empereurs à la fois, la reine Victoria du Royaume-Uni et le tsar Alexandre II de Russie, elle hérita d'une autorité naturelle, d'un sens aigu du style et d'une compréhension innée de l'importance de l'image pour un monarque. Elle était d'une beauté éblouissante, pleine d'énergie et dotée d'une volonté inébranlable. Pour elle, les joyaux n'étaient pas de simples parures, mais de véritables instruments de pouvoir, un moyen d'affirmer sa personne et son statut, une arme dans l'arsenal de son légendaire charisme. Lorsque la tiare d'Oscar Massin rejoignit son écrin, elle ne trouva pas qu'une nouvelle propriétaire. Elle y trouva son âme. Il semblait que ce chef-d'œuvre eût été créé pour Marie, et pour elle seule. Son architecture rigoureuse et majestueuse s'accordait parfaitement avec sa posture royale et son regard pénétrant. Là où la discrète Élisabeth la portait comme une simple pièce du protocole officiel, la flamboyante Marie en fit le prolongement d'elle-même. Elle adorait les parures spectaculaires, et la tiare de perles devint le joyau de sa propre collection, d'une richesse inégalée. Ce fut cette rare alchimie, ce mariage où l'objet et la personne fusionnent en une image unique et indissociable, qui opéra. C'est entre les mains de Marie que la tiare connut sa véritable consécration. De nombreuses photographies et portraits officiels la représentent précisément coiffée de ce joyau. Elle la portait avec une assurance inimitable, l'associant à des colliers de perles et à des robes somptueuses signées des plus grands couturiers parisiens. Le bijou ornait sa tête lors des couronnements, des réceptions d'État et des célébrations familiales. Elle ne se contentait pas de la porter, elle y régnait. Les lignes verticales des perles mettaient en valeur le port altier de sa tête, et l'éclat des diamants se reflétait dans ses célèbres yeux saphirs. Ainsi, peu à peu, la tiare devint la carte de visite de la reine Marie. Son image, reproduite sur des cartes postales et dans des magazines du monde entier, diffusait cet emblème. La magnifique reine des Balkans, parée de sa majestueuse couronne de perles. Elle transforma cette relique familiale en un symbole international de la monarchie roumaine, reconnu et admiré. Le bijou n'était plus un simple présent aristocratique. Il devint une part indissociable de l'image de l'une des femmes les plus brillantes de son époque. Pour Marie, qui participait activement à la vie politique et joua un rôle clé dans la diplomatie pendant et après la Première Guerre mondiale, cette tiare était bien plus qu'un simple accessoire. Elle était un symbole de légitimité et de continuité. En la portant, Marie ne faisait pas qu'afficher sa richesse. Elle rappelait au monde le lien indéfectible de la dynastie, son rôle de gardienne du trône et de l'avenir de la nation. Entre ses mains, la tiare connut sa vie la plus pleine, la plus éclatante, demeurant à jamais dans l'histoire comme la tiare de la reine Marie. Derrière l'éclat aveuglant de chaque grand joyau se cachent presque toujours des zones d'ombre. Et la tiare de perles des reines de Roumanie ne fit pas exception. Son histoire, si fastueuse et majestueuse à première vue, fut en réalité marquée par un profond drame personnel et par de discrets murmures qui débutèrent dès sa première propriétaire. Pour la reine Élisabeth, cette magnifique couronne fut non seulement un signe de reconnaissance, mais aussi le symbole d'une cage dorée. Son mariage avec le roi Carol Thuyer était loin d'être idyllique. Ils étaient des étrangers, unis par la seule nécessité politique. Et peu après leurs noces, une terrible tragédie frappa la famille. Leur unique fille, la princesse Marie, mourut à l'âge de seulement 3 ans. Cette perte anéantit la reine. C'est peut-être la raison pour laquelle, à ses yeux, la tiare, qui lui avait été offerte comme un symbole de nouvelle vie et de dynastie, fut à jamais associée à des espoirs brisés et à un chagrin intime. Elle apparut de moins en public,
préférant à l'éclat des diamants la solitude et le monde de la littérature, où, sous le pseudonyme de Carmen Silva, elle pouvait être elle-même. C'est ainsi que la première ombre se posa sur la tiare, l'ombre d'une affliction silencieuse. Bien sûr, il est facile de céder à la tentation de parler d'une sorte de malédiction, mais la vérité est bien plus prosaïque et, de ce fait, plus effrayante. Les tragédies liées à la tiare n'étaient pas mystiques, mais purement humaines et historiques. Le véritable drame, celui qui a transformé la parure en légende et en fantôme, s'est joué dans la génération suivante, sur fond de fracas de la guerre mondiale. En 1916, la Roumanie se retrouvait dans une situation désespérée, prise en étau entre des empires ennemis. La menace d'une occupation et d'un pillage du pays était bien réelle. Dans cette situation critique, la reine Marie et le gouvernement prirent ce qui leur semblait alors la seule décision juste. Les trésors de la couronne roumaine, y compris sa tiare de perles favorite, ainsi que la réserve d'or du pays, devaient être évacués vers un lieu sûr. Et quel endroit pouvait paraître plus fiable que les coffres de l'Empire russe allié? La mère de Marie, Marie Alexandrovna, était une grande duchesse russe, fille de l'empereur Alexandre II. La Russie n'était pas seulement une alliée, elle était une seconde patrie. Ce choix semblait d'une logique implacable. De précieuses caisses, contenant une fortune, or, œuvres d'art et bijoux légendaires, furent envoyés par un train spécial à Moscou et entreposés à l'armurerie du Kremlin. Mais l'histoire, comme chacun sait, est friande de mauvaises farces. En sauvant les trésors d'une menace, la monarchie roumaine les précipita dans la gueule d'une autre, bien plus terrible. Un an seulement plus tard, la révolution éclata en Russie. Les bolcheviks prirent le pouvoir, la famille impériale fut anéantie, et les obligations d'alliance se volatilisèrent. Les trésors roumains, garants de sécurité, devinrent des otages politiques. Le conflit territorial ultérieur concernant la Bessarabie rompit définitivement les relations diplomatiques entre la Roumanie et la Russie soviétique. Les coffres du Kremlin se refermèrent à double tour. La tiare, ainsi que les autres joyaux, disparut dans le trou noir de l'histoire. Commença alors l'ère des rumeurs et des conjectures. Fut-elle vendue lors d'enchères secrètes pour financer la Révolution mondiale? Démantelée et refondue, comme de nombreux trésors des Romanov? Ou peut-être a-t-elle survécu et est-elle toujours conservée quelque part au fond du Gokran, cachée des regards indiscrets? Ce mystère devint le chapitre le plus grand et le plus sombre de son histoire. Avec le grondement des salves révolutionnaires en Russie, ce ne fut pas seulement un nouveau chapitre qui s'ouvrit pour la tiare de perles, mais un oubli total et irrévocable. La fin de son ère ne fut pas une extinction progressive, ni une vente aux enchères sous les coups de marteau, mais une rupture soudaine et brutale. En un instant, d'un trésor confié à un allié, elle se transforma en trophée d'un régime hostile, en otage silencieux au cœur même du nouveau pouvoir soviétique. Le mur qui s'éleva entre la Roumanie et Moscou se révéla impénétrable. Pour la reine Marie, cette perte n'était pas seulement matérielle. Ce n'était pas un objet qui avait disparu, mais une partie de son propre mythe, de son identité royale. La tiare, dans laquelle elle avait brillé sur les portraits, qu'elle avait portés lors des moments les plus importants de son règne, n'existait plus que dans ses souvenirs et sur des photographies. On ne peut qu'imaginer son impuissance et son amertume lorsqu'elle réalisa que son bijou bien-aimé, avec d'autres reliques familiales, était à jamais englouti par le chaos de l'histoire. Ce fut une tragédie personnelle, se déroulant sur fond de catastrophe mondiale, la fin de tout un monde qu'elle connaissait et incarnait. Ainsi commença la longue et douloureuse vie de la tiare dans l'ombre. Pendant des décennies, le gouvernement roumain, puis les descendants de la famille royale, tentèrent, timidement et presque toujours en vain, de récupérer ce qui avait été perdu. D'infinies notes diplomatiques, requêtes, négociations,
Tout cela se brisait contre le mur assourdissant du silence soviétique ou des prétextes évasifs. La tiare, d'objets physiques, se transforma en fantôme, en ligne dans une liste d'archives, en objet de troc politique qui n'eut jamais lieu. Cette ère d'oubli fut la plus longue de son histoire. Elle ne brillait plus lors des bals, n'ornait plus les têtes couronnées, ne provoquait plus de soupirs d'admiration. Elle avait simplement disparu. La dernière fois que les diamants et les perles de ce chef-d'œuvre réfléchirent la lumière fut la dernière fois qu'elle remplit sa fonction. Son époque en tant que bijou vivant et porté ne s'acheva pas entre les mains d'un nouveau propriétaire, mais dans le silence poussiéreux d'un entrepôt du Kremlin, devenant le symbole non pas d'une succession, mais d'une perte irréversible. Pendant des décennies, la tiare de perles ne fut guère plus qu'un fantôme, une légende confinée dans les archives et les mémoires. Elle s'était évanouie si complètement et irrévocablement qu'il semblait que le monde n'entendrait plus jamais parler d'elle. Mais l'histoire, traçant un nouveau méandre, réservait à ce trésor fantomatique un retour inattendu, quoique incomplet, sur la scène mondiale. Il ne s'agissait pas d'une apparition triomphale chez Christie's ou dans la vitrine d'un musée. C'était une seconde naissance en tant que symbole, en tant que protagoniste principal d'un drame historique qui n'en finissait pas. La percée ne fut pas immédiate. Le mur de silence érigé par le pouvoir soviétique semblait éternel. Cependant, après la chute du rideau de fer et le changement des régimes politiques, une faible lueur d'espoir apparut. Un dialogue lent et douloureux sur le destin des trésors roumains s'amorça. Les événements clés qui ramenèrent de la tiare au centre de toutes les attentions furent plusieurs actes de restitution partielle. En 1935, puis en 1956, l'Union soviétique rendit à la Roumanie une partie de sa réserve d'or et certaines de ses richesses culturelles. Chaque geste de ce genre, même incomplet, fit l'effet d'une véritable déflagration médiatique. Ce sont précisément ces moments qui marquèrent sa seconde naissance. Chaque fois qu'un nouveau lot de trésors retrouvait le chemin de la patrie, la question fusait immédiatement en Roumanie et partout dans le monde. Qu'en est-il du reste? Où sont les joyaux de la reine Marie? Où est la tiare de perles? Elle revint sur le devant de la scène, non pas sous les feux des projecteurs, mais sous ceux des débats politiques, des titres de presse et des notes diplomatiques. Son absence résonnait plus fort que n'importe quelle présence. D'une relique oubliée, elle devint l'artefact le plus célèbre et le plus convoité de tout le dossier roumain. Une réinterprétation radicale de son essence eut lieu. Si autrefois la tiare était un symbole du pouvoir monarchique, de la beauté et de la continuité, sa lecture a désormais changé. De nos jours, elle est avant tout le symbole d'une injustice historique, d'une promesse non tenue et d'une douloureuse perte nationale. Son image sur les vieilles photographies cessa d'être une simple illustration d'une époque révolue. Elle devint une preuve, la pièce à conviction maîtresse dans le long différend opposant les deux pays. Paradoxalement, la valeur du diadème a atteint son apogée au moment même de sa disparition. Le prix financier qu'on pourrait lui attribuer, chiffrable en millions, s'évanouit devant le poids colossal de son histoire et de son symbolisme. Bien plus qu'un simple ornement, elle s'est muée en une idée nationale, un rêve de justice retrouvée. Et ce retour dans la conscience collective, fût-ce sous la forme d'un spectre, a marqué sa véritable apogée, la transmutant du trésor d'une reine en celui d'une nation entière. Où se cache-t-il donc aujourd'hui, ce diadème fantomatique? La réponse à cette question demeure l'une des plus grandes énigmes de l'histoire des joyaux royaux. Le mystère de son gardien officiel persiste à ce jour. À l'inverse des trésors exposés dans les musées ou vendus aux enchères, ce diadème de perles ne possède pas d'adresse physique. La version la plus probable et la plus lourdement chargée politiquement veut qu'elle se trouve toujours aux côtés d'autres reliques roumaines non restituées, enfouies au plus profond des dépôts d'État russes, peut-être même au Gokran. Là-bas,
Elle n'est plus un simple joyau, mais un atout politique, un argument dans un différend historique jamais clos, et son existence relève du secret d'État. Toutefois, une autre version, plus sombre et, hélas, fort plausible, circule. Dans les années 1920, le gouvernement soviétique, désespérément à court de devises, organisa une vente massive des trésors impériaux. De nombreux chefs-d'œuvre furent impitoyablement démantelés, les pierres arrachées de leurs montures et vendues isolément afin d'en dissimuler la provenance. Le métal fut refondu. Il est tout à fait possible que le diadème d'Oscar Mazin ait subi la même tragique destinée. Dans ce scénario, elle serait perdue à jamais pour l'histoire, sa beauté s'étant éparpillée en des centaines de diamants et de perles anonymes disséminés aux quatre coins du globe. Mais quelle que soit sa destinée physique, le statut du diadème a changé de manière irréversible. Il a cessé d'être un simple accessoire pour se muer en un artefact historique, un véritable document d'époque. Aujourd'hui, il n'appartient plus à la famille royale, mais à la culture mondiale et à l'histoire du peuple roumain, en tant que symbole d'un héritage perdu. Sa place vide dans la salle du trésor en dit plus long sur lui que son éclat ne l'aurait fait dans la vitrine d'un musée. C'est un reproche silencieux et un rappel éternel de la fragilité non seulement des destinées humaines, mais aussi d'empires entiers. Estimer sa valeur aujourd'hui relève de l'impossible, tant sa richesse se compose de grandeurs incommensurables. Certes, il y a la valeur matérielle de ces perles immaculées et de ces centaines de diamants. Il y a aussi son immense valeur artistique, fruit du génie du grand maître Oscar Mazin. Mais tout cela pâlit devant son illustre provenance. Ce diadème, porté par deux reines, ce diadème qui fut l'enjeu de batailles diplomatiques s'étirant sur un siècle entier, n'est pas un simple bijou. C'est un objet d'une portée nationale, dont la valeur historique rend toute estimation financière dérisoire. Si elle refaisait surface aujourd'hui, elle serait tout simplement inestimable. Au tout début, et c'est là que se noue le paradoxe fondamental. Peut-être, si le diadème avait survécu, s'il était rentré en Roumanie pour prendre sa place dans une vitrine de musée, il n'aurait été qu'une parmi tant de magnifiques pièces d'exposition. Mais c'est précisément sa perte, son destin funeste, qui l'ont transfiguré en quelque chose d'infiniment plus grand. Sa place vacante dans la salle du trésor a rendu sa présence dans l'histoire incontestable. Elle est devenue une légende, non pas malgré sa disparition, mais par elle. Ainsi, le diadème de perles d'Oscar Mazin a accédé à une véritable immortalité. Il ne dépend plus de la préservation du métal ou de l'intégrité des pierres. Son éclat n'a plus besoin de lumière. Il existe dans les vieilles photographies, dans les lignes des documents diplomatiques, dans les débats des historiens, et au cœur d'une nation qui continue de se souvenir d'elle et de l'attendre avec ferveur. Elle nous apprend une vérité fondamentale. Certains trésors sont si immenses qu'ils se sentent confinés dans la matérialité. Leur valeur transcende celle des pierres et du métal pour devenir une part intrinsèque du code culturel, un emblème d'une époque tout entière. Car les véritables chefs-d'œuvre ne meurent jamais. Ils ne font que s'enfoncer dans la légende pour y briller éternellement d'un éclat qui défie celui de tous les diamants.